Ce génie méditerranéen, la pensée de Mattei, dont son œuvre, eh bien, voilà, nous la célébrons dans le cadre de cette chaire qui a pris son nom. Et nous le savons, donc, il dénonce cette barbarie comme une menace pour la civilisation. Et il assimile cette barbarie à la haine de la raison, ce rejet de la raison que Socrate appelait en grec la misologie. En grec, c'est exactement cela. La miso, c'est la haine de la raison. Le rejet de la raison est une remise en cause de la nature même de l'homme, qui se définit comme un animal, c'est-à-dire un vivant rationnel. Voyez, le mot animal vient de zoon, vivant en grec. Et il faut parler grec, il faut penser grec, il ne faut jamais oublier le grec, ni le latin d'ailleurs. Bon. Et donc, si vous voulez, voilà ce que dénonce en profondeur Jean-François Mattei en mettant le doigt sur le danger, la menace barbare que représente la philosophie de ce que l'on appelle les déconstructeurs. Mais pour bien saisir tout cela, revenons un peu en arrière, allons au commencement de l'histoire. Quand la philosophie naît, elle naît en Grèce lors d'une crise intellectuelle et morale qui reflète à travers la condition tragique de l'homme grec, celle de l'homme universel finalement, c'est-à-dire de l'homme de tous les temps, et donc de l'homme d'aujourd'hui, de l'homme actuel. Et tout homme fait face avec une angoisse, une inquiétude plus ou moins avouée à son existence éphémère, ce que Pascal avait décrit comme le divertissement, n'est-ce pas, qui nous fait oublier notre condition. Les premiers philosophes, donc, les présocratiques, apparus en Ionie, c'est une région de la Grèce antique, et ont exprimé le désir anxieux de s'élever au-dessus de ce qui naît et périt. En grec, de la génésis et de la phtora. Toujours bon de parler un peu grec, quoi. En cherchant dans la nature, c'est-à-dire la physis, qui a donné, vous voyez, notre mot physique, ce qui constitue son caractère impérissable, afin d'y trouver l'origine de ce qui pourrait donner l'espoir de l'immortalité à l'existence sans avenir de l'homme, de l'homme tragique grec. Car aux yeux des Grecs, la nature existe depuis toujours. Elle est incréée. Un Grec ne pouvait pas concevoir que de rien pouvait sortir quelque chose. De rien, rien ne peut sortir. C'est une grande vérité, un axiome. Ce monde-ci, dit un fragment d'Héraclite, est le même pour tous les êtres. Aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé, mais a toujours été, et il sera un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Pour Héraclite, le feu, c'est ce qui réunit, unifie l'univers. Et en ce sens, il l'appelle aussi le logos, et on peut dire que c'est une image du logos. Le feu, c'est ce qui réunit tout, c'est ce qui unifie tout. Et le mot logos vient du verbe legein, qui signifie unifier. Ouais. De tous les êtres, donc, seuls les hommes savent qu'ils peuvent mourir, qu'ils vont mourir. Mais ils n'y croient pas. C'est un mot de Bossuet, là. Les hommes savent qu'ils vont mourir, mais ils n'y croient pas. Grande vérité. Comment peuvent-ils y croire s'ils font partie d'un cosmos doté de l'attribut divin de l'éternité, puisque le monde est éternel? Le silence éternel des espaces infinis saisit tout esprit lucide d'un effroi sacré, pour parler comme Pascal. Ainsi, les philosophes présocratiques ont médité sur ce qui, dans la nature, fait qu'elle est éternelle, et ils ont cherché l'élément constitutif qui serait à la fois commun et permanent à tout ce qui est, à tout ce qui devient, donc, qui passe. Et donc, ils ont vu cet élément dans l'eau, pour Thalès, l'air pour Anaximène, le feu pour Héraclite, la terre pour Empédocle,
le nombre pour Pythagore, l'atome pour Démocrite et Épicure, ou la combinaison de tous ces éléments tour à tour réunis sous l'effet d'une attraction universelle et séparés sous celui d'une universelle répulsion, comme dit Empédocle. J'ai cité ici donc pas mal de philosophes présocratiques. Tout ce qui est résulterait ainsi donc d'un bricolage de la nature qui serait elle-même le recommencement incessant de toutes les choses, les mêmes choses, quoi. Ne pourrions-nous pas, dès lors, s'est-on demandé, échapper comme cette nature éternelle à une disparition définitive et en la maîtrisant, découvrir que nous participons à cet éternel mélange qui la constitue et que nous pourrions continuer de vivre finalement sous une autre forme, en passant d'un corps périssable à un autre, fût-ce dans un chien ou dans un chat, ou dans une vache, vous vous souvenez, comme le pensaient donc les tenants de la métempsychose, ou comme l'imaginent aujourd'hui, mais alors là d'une manière assez ingénue et autant présomptueuse qu'imbécile, oserais-je dire, les concepteurs du transhumanisme, en remachinant le corps machine. Entre-temps, le corps est devenu un corps machine. Ce n'est plus un vivant. Non seulement il a cessé, comme on le verra, d'être un vivant, mais il a cessé d'être rationnel, de nature rationnelle. Cette interrogation pathétique est le ressort secret des explications apportées par la raison, c'est-à-dire ce qui unifie, ce qui justifie la réalité changeante, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas accepter, puisque le temps de s'interroger sur ce qui change, si moi-même je change, au moment où je me pose la question, ma question disparaît avec moi-même et elle n'a plus de sens, quoi. Tout change. Comment tout peut-il changer? Si moi-même, en voyant que je change, je ne suis plus là pour dire que ça change. Donc, c'est la vraie question. Donc, ces explications apportées par la raison tentaient de relayer les explications données par les mythes, qui se révélaient incapables d'apaiser l'inquiétude humaine fondamentale qu'il faut reconnaître. Je dirais même dans un certain sens, une saine inquiétude. C'est celui qui ne s'inquiète pas, qui ne s'interroge pas, risque de devenir non plus un animal rationnel, mais un animal tout court, quoi. Il perd la raison. Donc ces explications vont se révéler cependant, ces explications rationnelles, vont se révéler cependant à leur tour contradictoires, et laisser insatisfaite la soif de vérité sur la réalité humaine, sur le destin de l'homme, puisque, comme on le verra, les présocratiques expliquaient, au moyen de l'eau, des éléments, ils expliquaient matériellement la matière, ce qui n'est pas une explication. Ainsi, face aux contradictions de leurs devanciers, de tous ces philosophes, cependant, sur lesquels il faudra revenir, les sophistes apparurent au 5e siècle avant notre ère et renoncèrent à la recherche du sens, à la recherche de toute vérité permanente. Pour eux, donc, ils prennent le parti de ce qui change constamment, tout change. Et se moquant des hommes et des dieux, ils affichent leur morgue et du succès que leur apporte l'art rhétorique qu'ils dominent, et qui leur permet de séduire les foules. Ils font en vérité le masque de leur désespoir de connaître. Parce que, puisque quand on prend le parti d'un devenir absolu, eh bien, le désespoir de connaître quoi que ce soit est surgit. Si en effet les hommes meurent et ne sont pas heureux, tiens, comme dit Albert Camus, qui aimait bien les Grecs, chacun devra frayer sa voie dans un monde absurde. Les hommes à la dérive le feront en retournant contre la nature elle-même la force avec laquelle elle se confond finalement et avec laquelle elle nie les hommes, et les hommes qui la niera, cette nature, à leur tour, en retournant cette force, en utilisant cette force, on verra comment. Ainsi, le père des sophistes, Protagoras, prône que, je cite, « l'homme est la mesure de toute chose,
de ce qui est comme de ce qui n'est pas. Et Gorgias, cet autre grand sophiste, renchérira en affirmant que l'on ne peut pas plus connaître ce qui est, je cite, que ce qui n'est pas. La connaissance est impossible parce qu'aucune représentation renvoie à une présence extérieure. En effet, si tout devient, il n'y a rien. Si tout devient toujours, dira Platon, rien n'est jamais. C'est la grande question du métaphysicien. Il ajoute ainsi au relativisme de Protagoras un agnosticisme nihiliste. C'est-à-dire non seulement il n'y a rien, mais on ne peut rien connaître. Nietzsche surenchérira en commentant à sa manière intempestive que c'est l'homme qui crée le monde, c'est-à-dire sa représentation. Et il faut rappeler ici que Nietzsche était un disciple de Schopenhauer, qui disait, n'est-ce pas, que le monde est ma représentation. Ainsi, la tentative des présocratiques d'expliquer le monde au moyen de la raison, du logos, est retombée sur elle-même. Parce qu'en expliquant le monde matériellement, ils ont fini par céder le pas au défi des sophistes. Ils ont engendré le défi des sophistes, lesquels ne tardèrent pas à être mis en échec, là même où ils pensaient triompher en exerçant, au moyen de cette rhétorique, une influence qui finalement s'avéra illusoire. Telles furent les données donc constitutives de la crise, quand, dans un monde privé de sens, un homme se fit entendre sa voix, Socrate, qui est un peu le modèle, le paradigme du philosophe, si vous voulez. Donc, Socrate apporta à Platon le moyen d'édifier contre les sophistes le monde immuable et réellement réel, comme dira Platon, ontos on. Et l'idée, donc, pour Platon, c'est ce qui va permettre de fonder la réalité sensible. Mais il va se trouver devant un problème. Car si l'idée d'humanité, l'idée avec un grand I et l'humanité avec un grand H, c'est-à-dire ce qui est général, universel, s'identifier à la réalité absolue, si l'humanité seule existe véritablement, elle est donc... Si elle est la pure réalité en tant qu'universelle et intelligible, donc les individus sensibles ne sont que l'ombre et, à vrai dire, de faux êtres là. Si la réalité, c'est l'idée d'humanité, l'individu Socrate, à vrai dire, n'existe pas réellement. Seule existe la réalité de l'homme en général, et non l'individu en chair et en os, qui peut être livré à la mort sans conséquence pour lui. Donc, vous voyez, c'est dangereux, puisque au nom de l'humanité, on peut sacrifier les individus. Aristote réagit contre son maître en s'opposant à lui. Et vous savez, comme disait le philosophe américain Whitehead au XXe siècle, l'histoire de la philosophie n'est autre chose que la somme de toutes les notes en bas de page de l'œuvre de Platon et d'Aristote, quoi. Ils ont tout dit. Hein. Le dialogue entre Platon et Aristote est le résumé de toute la philosophie, qui va se développer évidemment et préciser beaucoup de questions, ou peut-être même obscurcir les questions. Donc Aristote a réagi, l'homme en général n'existe pas. Seul existe l'individu Socrate, en chair et en os, avec sa propre identité incommunicable. L'homme, ce n'est pas l'homme avec un grand H, c'est cet homme-ci, ce vivant doté de raison individuelle. Alors que pour Platon, seul l'universel existe, Aristote dira non, c'est l'individuel qui existe, qui est la réalité. C'est donc Socrate, et c'est bien lui qui va mourir en avalant la ciguë, c'est pas l'humanité. Donc l'homme concret n'est pas la raison pure de l'ange, c'est une raison incarnée. Et donc Aristote, ici, jette les bases d'une pensée philosophique avec laquelle
l'histoire devra dialoguer. Et d'ailleurs, la réduction platonicienne de l'homme à son idée, l'idée d'humanité, se retrouve mutatis mutandis dans la définition moderne de l'homme comme raison pure, l'homme désincarné, l'homme réduit au sujet pensant, en général au cogito de Descartes, ouais, ou à la reinen Vernunft, à la raison pure de Kant. Ouais, c'est une raison d'un homme qui n'est pas incarné. Ce qui est se réduit à sa représentation, au concept. Et il faut savoir que conceptus, en latin, signifie conçu, être produit par l'entendement. Donc l'homme est devenu une idée à inventer. Il est réduit à sa représentation, à l'idée que l'on s'en fait, à un concept. Et j'évoque toujours ici, et mes étudiants s'en lassent, Magritte, qui, vous vous souvenez, a reproduit une pipe en la dessinant parfaitement, et avec une légende sous ce dessin disant « Ceci n'est pas une pipe ». Évidemment, c'est exactement cela. La pipe réelle n'est pas sa représentation. Il est donc cette confusion entre la raison et le réel sera formulée par Hegel dans une formule décisive. Tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. C'est-à-dire que maintenant, la réalité, c'est ce que l'on produit, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous avons du mal à discerner, d'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, on peut reproduire, vous savez, même des images, et reproduire donc des reportages avec images qui ne reflètent pas la réalité. Et donc maintenant, même l'image ne sera plus pour nous le moyen de rejoindre le réel. Tout cela est intéressant. Donc en s'enfermant dans la pensée moderne, centrée sur le sujet pensant, sur le cogito de Descartes, a tourné le dos à la réalité. Elle a réalisé finalement un tournant anthropologique et anthropocentrique, si vous voulez, qui a détourné violemment, en quelque sorte, l'homme de toute pensée théologique transcendante. La violence n'étant autre chose, selon Aristote, que la négation de la nature. La violence, c'est la négation de la nature. Donc, je cite Jean-François Mattei, qui dit ceci: « L'homme antique fonde la hauteur de son âme sur le monde, ou, chez Platon, sur cet au-delà du monde qu'est le bien. » Donc, les idées réelles. L'homme chrétien fonde la dignité de la personne sur Dieu. L'homme moderne fonde uniquement son moi sur lui-même. Et l'homme contemporain disparaît sous les coups de marteau nietzschéen de la négation de l'homme comme étant une substance individuelle de nature rationnelle. L'homme éclate. Mais comment se fonder sur soi sans un sol où reposer, sans fondement, sans succomber à l'illusion, vous savez, du baron de Münchhausen qui voulait se maintenir au-dessus du vide en se tenant par les cheveux. Et à vrai dire, il voulait se soulever, n'est-ce pas, de l'étang dans lequel il était plongé, en se tirant par les cheveux. Et sur quoi le moi autosuffisant peut-il se fonder lui-même, s'il se suffit? C'est lui-même son propre fondement, si l'on veut. Et s'il se suffit, alors il n'a plus besoin des autres. Il n'a plus besoin d'aucun rapport avec quoi que ce soit et qui que ce soit et quelque transcendance que ce soit. Il est seul. Et nous assisterons à ce moment-là à ce que Paul Valéry, le poète évidemment et non le philosophe, appelait la multiplication des seuls. La solitude se multiplie, quoi. C'est l'atomisation de la société. J'avais un ami qui disait que la société, l'individu s'est transformé en grain de sable et la société en désert. Aujourd'hui, il ne pourrait même plus parler d'individu parce que même le grain de sable se divise, se pulvérise lui-même. Bon, on reviendra là-dessus. Bon, nous assistons à cette multiplication des seuls, c'est-à-dire à cette conséquence aggravante qui s'ensuit, à savoir la décomposition
de l'individu lui-même qui cesse d'être indivisible, d'où il tient son nom d'individu, indivisible et substantiel, pour devenir pur. Alors là, c'est un mot à la mode, existence, écrit, vous savez, avec ex, ek d'un côté, existence de l'autre, ex signifiant la sortie, hors d'eux, vous voyez. Exister, se situer, c'est exister, c'est se situer hors de soi, se projeter en avant, cesser d'être soi-même, vous voyez. Être inconsistant, hors de soi, en chute libre, dans un abîme sans fond, vous voyez, dans le vide. Ouais. Aujourd'hui, la notion d'instant signifie pas un moment dans la succession des instants, mais l'instant est une ouverture en abîme sous ses pieds, qui fait que l'instant ne vient de nulle part et est appelé à disparaître. Il n'y a plus de succession. Bon, on y reviendra. Tel est le résultat donc final et tragique de la tentative d'autoproduction du sujet moderne, puisque la technique va permettre à l'homme de se produire. L'homme est un dieu pour l'homme, dira Feuerbach. L'homme est le créateur de l'homme. L'homme, le sujet donc moderne, coupé du réel, vidé de sa substance, de lui-même, ne trouve même plus le moyen de se rejoindre lui-même. Il n'est plus rien. C'est une béance. Le projet d'autoproduction de l'homme s'exposait donc dès le départ au péril nihiliste de son autodestruction, et c'est bien là l'œuvre, après Nietzsche et Heidegger, des philosophes de la déconstruction, que je nommerai tout à l'heure, mais que je peux déjà nommer, et qui sont Gilles Deleuze, Derrida, Jacques Derrida et Michel Foucault, pour citer les plus représentatifs. Donc la formation d'une nature humaine identifiée au « je pense » est remise en question par ces philosophes de la déconstruction au XXe siècle, à la suite du philosophe Heidegger, qui a fricoté avec le nazisme, entre nous soit dit. Pour ce dernier, l'homme est réduit à une chose indéfinissable, jetée dans le monde, là, sans signification, parce que sans essence. Ouais, il n'y a plus une essence humaine, une nature humaine. Ouais. L'homme est une aventure, c'est un projet. Il n'est rien. Il n'est que ce qu'il fait de lui-même. Et c'est pourquoi il va devenir bientôt l'œuvre de la production technique, où lui-même sera l'œuvre de lui-même. Mais il cessera d'être ce qu'il est, d'être lui-même finalement. Il n'est plus question donc de définition de l'homme universellement valide pour tous les temps, c'est-à-dire d'une essence, mais d'une existence, au sens de cette sortie hors de soi, d'un devenir autre que soi, d'un différé qui exclut toute forme d'identité, d'unité. Ouais. Il n'y a pas de nature humaine, mais une aventure, comme dit Albert Camus, ouais, ou un projet, comme dit Sartre. Il n'y a plus personne, comme dans les pièces de Beckett, vous savez, Samuel Beckett, où on voit, disons, ces personnages qui sont des anti-personnages, des anti-héros, disparaissent, s'enfoncer sur scène, disparaître. Il n'y a plus personne, ni rien à comprendre. Ouais. Il n'y a plus qu'à attendre, ouais, et encore, à attendre dans cet instant qui nous engloutit. Car il s'agit d'attendre quoi, d'attendre que cela advienne sans savoir quoi, ou que surgisse du gouffre qui s'ouvre sous nos pas, ouais, un événement imprévu dans un instant sans succession, ouais, qui n'appartient pas au temps chronologique, mais qui s'ouvre donc comme un gouffre à chaque pas, ouais, à chaque avancée. Ouais, c'est vraiment très, très logique. Ouais, s'il n'y a plus d'identité, de substance, de continuité, c'était la question des présocratiques. Comment se fait-il que depuis tout à l'heure, j'ai cessé d'être moi-même puisque tout devient? Ouais, c'est la vraie question. Il ne faut pas être grand clair pour être sensible et se poser cette question. Ouais. La pensée donc post-heideggerienne se caractérise par la tentative d'une déconstruction du réel en niant sa réduction au rationnel, puisque tout ce qui est rationnel est réel, vous savez, et finit par rejeter à la fois la réalité et la raison. Ouais, un des auteurs emblématiques de ce courant que j'ai cité, donc, c'est Gilles Deleuze.
mort en 1995. Sa pensée est une pensée de l'entre-deux, ne croyant plus ni au moi, au je pense, ni au monde, la réalité. Elle reste suspendue, sa pensée, qui n'est pas une pensée, évidemment, elle reste suspendue dans le vide, sans rien à relier. Vous voyez, ni un je pense, ni une réalité à penser. Tout se divise et se sépare de tout. Vous voyez, le je se fêle. Il part d'un je fêlé. Vous voyez, on pourra entendre se fêler dans tous les sens du terme. C'est divisé, cassé, et puis fou. Quoi. Donc je n'est personne. Il cesse d'être un individu, c'est-à-dire indivisible. Il est fêlé, c'est un je fêlé, c'est une citation de Deleuze. Il n'y a que division et altération constante. Seul règne l'éternel retour de l'autre, c'est-à-dire la répétition d'une différence, de ce qui diffère toujours. Oui, l'infini dépliement d'une ligne de fuite, oui, qui se perd dans l'inconnu, en se dispersant. Comme un visage se perd dans un jeu de miroir, où il finit par ne plus le voir. Quoi. Le monde n'est rien, quoi. Il n'y a rien. Le monde n'est que prolifération, disjonction d'images, de faux êtres là, de ce qui disparaît à mesure que cela paraît. Oui. Tout est flux. Il n'y a qu'une vague étendue qui se déroule, s'enroule, se déroule à nouveau, supprimant toute distance, comblant les vides, frayant les connexions nouvelles, traçant des sillons nouveaux, par où des développements sans fin, faits de bifurcations, de zigzags. C'est la pensée de Deleuze. Et on retrouve la pensée des sophistes. Le monde de Deleuze est un monde feuilleté, pour parler comme lui, un labyrinthe stratifié, où le multiple, toujours triomphant, multiplie toujours en divisant. La multiplication est une division. Donc l'univers qui se déploie ainsi est un univers, à vrai dire, sans unité, sans identité, où rien n'est jamais le même. Et il faudrait donc plutôt parler d'un plurivers, c'est-à-dire d'une pure multiplicité. Le philosophe Deleuze est un philosophe de la multiplicité. Si bien que la question philosophique par excellence, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, devient pourquoi arrive-t-il ceci plutôt que cela? Il n'y a qu'un événement, et le seul événement capital est celui par lequel je deviens un autre. C'est un événement unique et formidable, non? Où se séparent l'avant et l'après, au cœur du présent surgissant toujours et disparaissant sans fin. C'est pourquoi donc il parle de ce je fêlé. Et Michel Foucault suivra en écrivant l'histoire de la folie, qui est un éloge de la déraison. Tout ça est très cohérent. S'il est vrai qu'il n'y a pas de nature humaine, donc, que l'homme n'est plus un vivant doté de raison, si je est un autre, il peut tout devenir. Si rien n'a de sens, toute question s'effondre sur elle-même. Le sujet pensant n'a plus rien à penser. Il n'est lui-même plus là pour penser. Il se dissout, emporté par un devenir fou, pour parler comme Deleuze, où toute identité se perd au profit de l'altérité, de l'aliénation. Ainsi, Gilles Deleuze, ce nouveau sophiste, négateur du moi, du monde, prêche la désindividualisation par la multiplication, qui est une division, une multiplicité chaotique et subversive, un flux constant allant dans tous les sens. Donc c'est une pensée subversive et réclamée comme telle. Puisque donc nulle parole ne rend la vérité des faits, nous restons avec les mots. Désormais, seul compte le discours en vue de persuader. On retrouve les sophistes. C'est-à-dire dominer. Le savoir devient un pouvoir. Sans sujet pour le penser et le dire, ce discours.
de nos jours, cet autre sophiste, Jacques Derrida, cet autre Gorgias, en offre l'illustration. Avec lui, la philosophie enferme résolument la pensée dans le langage. Penser consiste à traduire un mot par un autre, un discours par un autre discours, des signifiants renvoyant à des signifiants et non à des signifiés. Non, un référent extérieur au langage, une chose. Les mots ne renvoient plus aux choses. Les mots ne renvoient qu'aux mots. Ils ne veulent rien dire au sens où le verbe vouloir, ici, il faut le prendre positivement. C'est une volonté, la volonté de ne rien dire. Il n'y a qu'une traduction d'un système de signes, par quoi de Saussure, Ferdinand de Saussure a défini le langage. Le langage est un système de signes, et donc il n'y a qu'une traduction d'un système de signes par un autre système de signes, dans un autre système de signes, à l'infini. Tout est signe, tout est interprétation. On retrouve ici une pensée de Nietzsche. Pour Nietzsche, tout est interprétation. Il ne s'agit plus de se demander pourquoi il y a quelque chose et non pas rien, mais de dire le rien et qu'il n'y a rien à dire. La question « pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ?» s'infléchit définitivement aujourd'hui en « pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ?» C'est le nihilisme qui s'exprime ici. Le philosophe Severinus Boëtius, mort en 524, a légué à la postérité précisément la définition suivante de l'homme comme personne. L'homme est une personne. Une personne, je cite, c'est une substance individuelle de nature rationnelle. Naturae rationabilis individua substantia. Ça fait plaisir d'entendre un peu de latin. Elle complète la définition de l'homme donnée par Aristote comme étant un animal rationnel. Tout à l'heure, on l'a vu. Un vivant doté de raison. Un vivant, c'est-à-dire un être animé. C'est cela, un animal. Et l'homme est un animal parce que c'est un vivant, un être animé. Mais ce n'est pas un être animé, et comme un chien qui est aussi un être animé, non, c'est un être animé doté d'une raison, de la raison, du logos, capable de penser, de se dire je suis un homme, je ne suis pas un chien, je ne suis pas une plante. Or, vous savez qu'aujourd'hui, justement, la question de savoir si je suis un homme ou une femme, par exemple. Et donc, voilà où s'enracinent, n'est-ce pas, ces aberrations. Sans essence, évidemment, l'homme n'est plus rien, n'est que ce que on peut faire de lui, penser de lui, dire de lui. Dire de lui. Il suffit de dire « je suis une femme », je ne change pas, puisque je ne suis que dans le langage, dans les mots, dans la culture. Je ne suis plus dans la nature, vous comprenez ? Rien ne change quand je dis n'est-ce pas, je suis un homme, je suis une femme. C'est un choix de langage, de culture. Ça relève de la culture et non de la nature. C'est terrifiant. Son essence, l'essence de l'homme, le révèle à lui-même justement comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme un être vivant doté de raison. Il n'est pas un être jeté dans le monde, soumis aux vicissitudes de la vie, au devenir indéfinissable sans essence, et dès lors disponible et manipulable à loisir, réduit à un jeu de construction, à un concept, à une invention, voilà, homme ou femme, et même maintenant, vous le savez, chien ou chat. La définition, donc, boétienne de la personne humaine comme une substance individuelle de nature rationnelle saute en éclats sous le coup de marteau nietzschéen des déconstructeurs. La substance fait place à une relation qui n'a rien à relier. Vous vous souvenez tout à l'heure entre le je pense et le monde, puisqu'il n'y a ni je ni monde. L'individu cesse d'être indivisible, il est écartelé, fêlé. À la nature se substitue la technique comme une force de production. La techné remplace la technique, remplace la physiste, la nature. Quant à la raison, elle est rejetée au profit d'une force de détermination contraignante, tel le complexe culturel économico-politique d'une époque qui, pour les déconstructeurs, suffit
à expliquer ce qu'est l'homme aujourd'hui, dans l'instant. Oui. Nous dépendons des structures économico-culturelles, sociales, etc., du moment. Oui. Nous ne dépendons pas d'une nature qui nous a fixés de telle manière que nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nous sommes. Et nous n'avons pas à devenir autre chose, et nous avons même à devenir ce que nous sommes. Oui. Donc nous nous trouvons devant un homme désubstantialisé, dénaturé, dépossédé de la raison, et qui se trouve en définitive soumis à un pouvoir anonyme, sans limite, qui revêt le sens d'une énergie aveugle et anonyme. Ouais. Eh bien, Michel Foucault ne dit que cela. Il ne faut pas chercher à comprendre. D'ailleurs, vous savez, tous ces philosophes écrivent dans un français incompréhensible. Ils se complaisent à écrire de manière incompréhensible, et c'est normal, puisqu'ils renoncent à la raison. Il ne faut pas que ce soit intelligible, puisque, n'est-ce pas, ils recourraient à la raison, à l'intelligence. Alors évidemment, je vais y revenir, je vais vous expliquer comment ils comprennent ce rejet de la raison. Donc le rejet heideggerien, et donc de sa postérité, de la définition de l'homme comme animal rationnel, auquel adhère la pensée des déconstructeurs, donc, repose en vérité sur une illusion, sur un préjugé consistant à réduire toute métaphysique à la métaphysique du sujet, du cogito, du je pense. Heidegger, en effet, remet en question le rationalisme moderne qui a réduit la raison à un usage exclusivement scientifique, à la force du calcul. Et c'est vrai, Descartes s'est inspiré de Galilée, qui a mathématisé la physique, et qui pensait, comme ce dernier, que la nature est écrite dans le langage des mathématiques. Donc tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel, mathématisable, réduit aux chiffres, aux ifres, aux zéros, car le mot chiffre signifie zéro en arabe, qui a donné notre mot chiffre, et donc c'était suggestif, puisque réduire tout aux chiffres, c'est désubstantialiser, c'est déréaliser et la réalité. Donc tout ce qui est réel est désormais rationnel au sens de mesurable, de sorte qu'il n'y a plus de place pour une réalité qui échapperait au calcul, pour une réalité qui aurait ces raisons que la raison scientifique ne connaît pas, pour parler comme Pascal. Or, en rejetant cette raison calculatrice, Heidegger jetait le bébé avec l'eau du bain, car la raison ne se réduit pas au seul usage scientifique. Elle ne se réduit pas à calculer, à mesurer, à diviser, à multiplier. Il y a aussi l'intelligence. Intellectus et ratio, on les distingue en philosophie. La réalité se dit res en latin. Le mot res a donné le mot réalité. La réalité, la res, en son fond, échappe au calcul. Elle résiste. La res résiste à sa réduction aux chiffres, au zéro, au néant finalement, à la quantification. Elle n'est pas un concept, une équation. Pas plus que respirer n'est un mot, comme je le disais tout à l'heure. Et la réalité ne peut pas se réduire à une équation mathématique. La vérité d'une chose est sa réalité. L'intelligence s'éveille à elle-même à son contact et s'en nourrit. D'où la définition classique de la vérité, d'ailleurs, comme étant l'accord de l'intelligence avec la chose, adequatio rei et intellectus. C'est cette définition précisément que le rationalisme moderne et la réaction heideggerienne ne reconnaissent pas. Sous leur coup de marteau, la réalité a volé en éclats, tout se fragmente et se divise sans retour. Tout apparaît en disparaissant, surgit, en s'évanouissant. Vous voyez cet instant, comme gouffre et non comme appartenant à la succession des instants. Et c'est ici qu'intervient Jean-François Mattei. Et c'est pour bien comprendre son œuvre que j'ai exposé cette pensée des déconstructeurs. Car dans son œuvre posthume, L'homme dévasté, Jean-François Mattei remet profondément en question la pensée des déconstructeurs, que j'ai nommés Gilles Deleuze, Jacques Derrida et Michel Foucault, qu'il désigne comme, je cite, les grandes figures de la barbarie,
et que Pierre Magnard, cet autre grand universitaire, appelait, je cite, les cavaliers noirs de l'Apocalypse. Il voit, Jean-François Mattei voit en eux les destructeurs du sens, de la transcendance, de l'humanisme, de la culture chrétienne de l'Occident. Le diagnostic est sans appel, la déconstruction est une entreprise barbare. Je cite, ce que j'appelle du nom de barbarie, écrit-il, c'est la dissolution de l'homme dans cette logique dévastatrice. Et il explique que cette dévastation métaphysique réside dans le projet d'éliminer le sujet autonome considéré comme une illusion pour laisser place à un individu anonyme privé de centre de gravité. Bon, vous voyez que Jean-François Mattei a bien saisi la menace, le danger que représente une philosophie négatrice finalement de ce qu'est la substance, le cœur, qui maintient dans l'indivision et qui rend indivisible l'individu. Les déconstructeurs éteignent les étoiles, dit-il, et plongent le monde et l'homme dans un désastre nocturne, c'est-à-dire une nuit sans étoiles. C'est joliment dit. Jean-François Mattei s'y oppose et soutient qu'un astre brille encore dans la nuit, que le réel, la res, résiste à la déconstruction et à toute tentative de simulation posée à un faux être là. Le cri camusien de l'homme révolté retentit dans son œuvre avec l'accent passionné des hommes de là-bas, c'est-à-dire vous savez, des Français d'Algérie dont était Jean-François Mattei. Donc ce cri retentit comme une revendication de l'âme indignée, comme l'exigence d'un retour au réel et un appel de la pensée de midi, par rapport au désastre nocturne, vous voyez, cette lumière qui éclaire. À la déconstruction, le philosophe de Nice oppose l'édification architectonique, c'est-à-dire ordonnée, si vous voulez, du monde, c'est-à-dire une verticalité, un ordre, un équilibre, une harmonie qui résiste à l'abaissement et à la dissolution de l'homme pour, je cite, l'élever à la hauteur d'une idée, l'idée de vérité, l'idée de justice ou l'idée de bien. Fin de citation. L'œuvre mathéenne s'inscrit ainsi dans la tradition métaphysique qui, de Platon et Aristote à Heidegger, s'interroge sur la pensée de l'être et du bien comme le fondement du réel. Qu'est-ce qui fonde la réalité, n'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure, si tout nous échappe, si rien ne résiste à un changement absolu, donc tout disparaît dans cet instant qui s'ouvre comme un gouffre. Le barbare, déclare Jean-François Mattei, est, je cite, celui qui viole à la fois l'idée d'homme et l'idée d'humanité, qui sont les nôtres depuis 25 siècles. Il est l'homme infidèle à son humanité, l'immonde et la déréalisation totale et donc barbare du monde. Étymologiquement, c'est ce qui ne peut pas faire monde. Donc l'immonde, ce n'est pas le dégoûtant ou le non-forme, c'est ce qui ne peut pas faire communauté. La modernité, dit Jean-François Mattei, n'a pas tenu ses promesses. Les promesses de faire un monde commun. Elle les a même bafouées par la multiplication des seuls, vous vous souvenez, et a conduit fatalement à sa déconstruction, et on peut dire à sa destruction tout simplement. Donc le développement désubstantialisant du sujet a signé la faillite de l'universel. À l'universalité, on préfère aujourd'hui la singularité, la multiplicité des particularités. Et à ce propos, je viens de recevoir, un livre publié par Chantal Delsol, qui est intéressant, au CERF, et qui reprend ce thème, intitulé « L'insurrection des particularités ». C'est intéressant, parce qu'en effet, un monde fragmenté produit toujours les effets de la barbarie que sont les individus
qui s'oppose aux individus et qui s'oppose, où chaque individu s'oppose à lui-même. Ouais. Or, la civilisation consiste à dépasser sans cesse notre barbarie intérieure, dit Jean-François Mattei. C'est un combat sans fin. Le subjectivisme du sujet moderne, replié sur lui-même, est radicalement différent de la conception de l'homme intérieur, telle qu'elle se déploie dans les doctrines platoniciennes, néoplatoniciennes et augustiniennes. Parce que je vous avais dit que, en effet, les anciens sont réalistes. Le sujet, la substance, est réelle pour les anciens, alors que le sujet, la substance, est subjective et conceptuelle pour les modernes. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit. Donc, c'est pourquoi Jean-François Mattei dit ceci, n'est-ce pas, c'est que la subjectivité du sujet moderne est différente de la conception de l'homme intérieur, telle qu'elle se déploie dans les doctrines platoniciennes, néoplatoniciennes, augustiniennes. Cet homme intérieur qui cherche dans le cœur, comme dit Pascal, ce qui dépasse l'homme. L'homme dépasse infiniment l'homme. Il y a dans l'homme une profondeur, n'est-ce pas, qui ne se réduit pas à sa taille. Ouais, à sa taille. Ouais. La théorie, au sens premier du terme théoria, qui vient de théos, Dieu, signifie contemplation. Elle consiste à se tourner, à convertir le regard de l'âme vers autre chose qu'elle-même, vers l'extérieur, vers la hauteur, vers la transcendance. En ce sens, la caverne de Platon figure aussi le sanctuaire de l'âme de saint Augustin, évoque la conversion de l'âme appelée à rencontrer au-delà d'elle-même ce bien souverain qu'on appelle Dieu. L'âme, dans son rapport à elle-même, s'ouvre naturellement à la transcendance qui est divine. Ce que nous enseigne Jean-François Mattei ici montre que la barbarie s'assimile d'une part à la corruption, voire à la haine de la raison, donc à cette misologie dont parle, dans laquelle Socrate voyait une menace fatale pour l'homme et la civilisation, et de l'autre à l'oubli de l'être que Heidegger dénonça comme étant l'expression d'une dérive mortelle de l'homme, l'être pour la mort, puisqu'évidemment pour Heidegger, l'être lui-même pour Heidegger n'a pas non plus le sens réel des anciens. Mais là, je ne peux pas développer cet aspect qui est très difficile. En d'autres termes, comment l'homme peut-il devenir étranger à lui-même et la réalité se ramener à un simulacre, à un faux être là, conscient de ce double danger, c'est-à-dire sortir de soi-même, c'est cesser d'être soi-même. Il faut rentrer en soi pour trouver en soi ce qui nous dépasse et en même temps nous fonde. Et donc, conscient de ce double danger, Socrate arrête le cours des choses. Et grâce à la découverte faite par Anaxagore, présocratique, par la découverte du nous, c'est-à-dire de l'esprit, il tente d'expliquer spirituellement ce qui relève dans l'homme de l'esprit. Il reprochait à Anaxagore d'avoir découvert le nous, l'esprit, et de continuer d'expliquer matériellement le monde matériel en recourant aux atomes, aux homéomères, c'est-à-dire aux atomes qui se ressemblent tous. Et alors donc Socrate lui dit, mais écoute, tu as découvert un trésor ici, et puis tu continues d'étudier la nature, la physis matériellement. Mais non, ce qu'il faut, c'est étudier maintenant l'homme capable, qui possède le nous. Et donc c'est pourquoi Socrate ne réfléchit plus sur la nature, mais sur l'homme. Il cesse d'être un physicien, si vous voulez, pour devenir un moraliste, au sens précis du terme. Le nous, l'esprit, lui apparaît comme dépassant la nature matérielle que les présocratiques voulurent expliquer matériellement, à tort. Comment donc, se demande Jean-François Mattei, pourrions-nous fonder une éthique commune, stable, au niveau des liens entre les hommes, sur quelque chose qui est précaire? C'est la même question que se pose tout philosophe. Autant construire sur du sable. Si tout devient toujours, c'est la même question de Platon, si tout devient toujours, rien n'est jamais.
Or, de rien, rien ne peut sortir. Ouais. Bon, il faut réfléchir sur ces questions. Si nous réfléchissons sur ces pensées, sur cette pensée, nous ferons un grand progrès dans la vie de l'esprit, de l'intelligence, sans être nécessairement un grand savant. Puisque les grands savants qui ne se posent pas cette question, qui ne pensent pas de cette façon, sortent, si vous voulez, du vrai questionnement qui est celui de l'homme doté de raison et qui a le sens du réel. Donc la crise de l'existence européenne, pour Mattei, ne peut avoir que deux issues. Ou bien le déclin de l'Europe s'enfonçant dans l'irrationalisme et le nihilisme, c'est-à-dire dans la barbarie, ou bien la renaissance de l'Europe à partir d'un retour au réel et d'une réhabilitation de l'intelligence métaphysique. Le danger, le plus grand pour l'Europe, est l'anesthésie, dit-il, de l'âme. Seul peut y parer un renouvellement de la vie intérieure, animé par un nouveau souffle. L'homme n'a d'avenir que spirituel, car l'esprit seul est immortel. Jean-François Mattei a compris admirablement la détresse de l'homme contemporain, réduit par la raison scientifique à une quantité chiffrable, c'est-à-dire ontologiquement négligeable. Conscient de la nécessité de sortir du nihilisme, il voyait dans le mythe une autre expression de la rationalité ouverte à la transcendance. C'est-à-dire, quand il parle du mythe, il parle d'une explication qui ne soit pas nécessairement scientifique. De son immense culture littéraire et artistique, il a tiré le sens de l'universel sans lequel l'individu se dissout dans les ténèbres d'un chaos informe et sans nom. Pythagore, il était un grand connaisseur de la pensée de Pythagore. Pythagore lui a enseigné que la musique des sphères fait entendre une harmonie invisible qui est l'écho du divin. Jean-François Mattei y était sensible et ferait certainement sienne cette parole ultime d'Aristote. Il ne faut pas écouter les gens qui disent, sous prétexte que nous sommes des hommes, de ne songer qu'aux choses humaines, et sous prétexte que nous sommes mortels, de renoncer aux choses immortelles. Il faut être un grand philosophe ou pas. Donc l'entreprise de déconstruction de la déconstruction de Jean-François l'inscrit historiquement au cœur de la problématique d'une époque et fait de lui un témoin qui en montre les limites. Il n'a analysé la pensée de son temps que pour mieux la dépasser. Je vous remercie de votre attention.